Salut, dans cet épisode The Good Change, on va voir ensemble comment raconter une belle histoire avec Hugo, un pro de la vidéo qui nous explique tout en détail. Donc si vous avez un projet engagé que vous souhaitez communiquer avec la vidéo, eh ben, écoutez, ça peut vous intéresser. Moi c'est Anthony, j'ai toujours été attiré par des projets audacieux, atypiques et créatifs. Et avec ce podcast, j'explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Allez, c'est parti! Bon, bah, j'ai le plaisir d'être avec Hugo à distance. Salut Hugo. Salut Anthony, comment ça va? Bah écoute, très bien, et toi? On est chacun à distance puisque c'est le confinement actuellement. Toi, t'es dans le sud de la France, c'est ça? C'est ça, dans le sud-ouest, dans les Landes. Il fait beau, ça va, mais oui, confiné, mais bon. Yes, ok, bon bah ça aurait été avec plaisir de faire l'interview en live côte à côte, mais bon, c'est pas possible, donc on va faire à distance, mais ça va être cool aussi. Bah toi, en fait, t'es dans l'univers de la vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, qui tu es et ce que tu fais? Alors, en effet, l'univers de la vidéo, donc ça fait 6 ans maintenant que je suis indépendant en vidéo. Au départ, je viens du milieu du journalisme parce que j'ai fait une école de journalisme à Paris, journalisme vidéo, et j'ai fait 2 ans en France de journalisme avant de partir en Asie. Et j'ai vécu 3 ans au Vietnam, toujours à faire de la réalisation vidéo, et je suis récemment rentré en France, toujours pour faire de la vidéo. Donc on reste dans l'univers de la vidéo, dans différents endroits. Ok, et c'est quoi ta sensibilité par rapport à ce que tu filmes, ce que t'aimes bien filmer? Il y a des sujets un peu de prédilection, t'as des univers un peu coup de cœur ou... Ah bah du coup quand j'étais au Vietnam, là, donc j'ai passé 3 ans au Vietnam, je vivais à Ho Chi Minh, et j'ai travaillé un peu pour tout type de trucs. J'ai fait beaucoup de chaînes de télévision, beaucoup de vidéos d'entreprise, de vidéos événementielles, de vidéos d'hôtels, de resorts, des vidéos d'ONG, des vidéos pour des petites assos, enfin vraiment un peu tout ce qui peut être imaginé dans l'univers de la vidéo. Et en rentrant en France cette année, du coup juste avant le confinement, j'ai eu du temps pour réfléchir, comme tout le monde pendant le premier confinement. Il fallait un peu le temps pour se poser des questions. Et du coup, j'ai pas mal réfléchi à les projets qui m'avaient le plus marqué, notamment en Vietnam et en Asie. Et c'était toujours les projets pour des assos, des ONG ou du documentaire. En tout cas, les projets où je pouvais raconter des histoires. Et c'est vraiment ça que je mets en place depuis que je suis rentré en France. C'est toujours faire de la vidéo où j'ai l'occasion de raconter une histoire et une histoire qui a du sens. Donc c'est un peu là où je vois mon coup de cœur, comme tu dis, c'est un peu ça. C'est ces vidéos qui ont du sens et qui ont un impact. Pas faire de la vidéo juste pour faire une petite vidéo, mais qu'elle serve à quelque chose. Yes. Et alors, est-ce que, je sais pas, comme ça, à titre d'exemple, pour qu'on puisse se projeter, est-ce que t'as eu un projet que t'as fait en Asie, au Vietnam, qui t'a vraiment particulièrement motivé, où tu t'es dit, ah ouais, là, il y a un coup à jouer sur la vidéo, le fait de prendre l'angle de raconter une histoire vraie, de jouer sur l'émotion, plutôt que d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus construit, un peu plus standard? Il y en a plusieurs. Alors, il y en a 3 qui me viennent en tête d'un coup. Faut que je choisisse la meilleure. Ah, tu peux en donner 3, écoute. Donc je t'en donne 3 rapidement. Donc et en fait c'est intéressant parce qu'elles se sont passées à quelques semaines d'intervalle les 3, et c'était vrai, a posteriori je me suis rendu compte que c'était un peu une période super intéressante avec des projets vraiment cool. Et donc le premier c'est pour une ONG américaine dont le travail c'est de faire revenir des vétérans de guerre américains sur le champ de bataille où ils ont combattu des années auparavant. Donc ils l'ont fait pour ils le font pour la Seconde Guerre mondiale par exemple, et ils le font pour la guerre américaine au Vietnam. Et du coup 50 ans après, ces Américains de maintenant 70-75 ans revenaient au Vietnam et allaient sur le champ de bataille où ils ont combattu et où ils ont eu des expériences assez traumatisantes. Et l'idée c'est de les faire venir là et d'avoir un voyage un peu émotionnel qu'ils n'ont jamais fait. Et donc on a suivi avec des collègues, on était à la vidéo et au son, le trajet pendant une semaine de ces vétérans. Et du coup c'était très très fort parce que on voyait des vieux Américains assez machos, assez forts, tomber à genoux en larmes, incontrôlables au milieu d'un champ dans la campagne vietnamienne,
qui pour nous avaient aucun sens particulier, mais eux réalisaient vraiment, enfin c'était très très fort. Et les vidéos sont très fortes et ces vétérans nous avaient remercié longuement à la fin du tournage pour nous dire à quel point le fait de pouvoir parler devant la caméra et tout c'était important pour eux. Donc là j'avais vraiment réalisé ça et la même chose en fait, même type d'expérience. Là on était en 2018 cette expérience là où j'ai pu faire le portrait d'une jeune étudiante en boulangerie, qui apprenait le métier de la boulangerie au Vietnam, parce qu'une ONG française ouvrait une école de boulangerie. Le Vietnam est un grand pays consommateur de pain. On mange beaucoup de pain au Vietnam, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de travail dans le pain, dans la boulangerie. Et cette étudiante d'un milieu assez défavorisé, avait l'opportunité de changer un peu de perspective de vie, avoir plus d'opportunités en faisant ses études. Et donc, on a raconté son histoire pour mettre en lumière le travail de l'ONG. Donc plutôt que faire une vidéo très, comme tu dis, un peu, enfin construite, mais un peu une vidéo corporate sur l'ONG, on a raconté l'histoire d'une des étudiantes. Et ça aussi, c'était très fort à raconter, vraiment une super histoire. Et une petite dernière, encore quelques semaines plus tard, là pour une chaîne de télévision, pas pour une ONG ou une asso, mais pour une chaîne de télé, j'ai passé 2 semaines en Thaïlande, dans la boue, dans la jungle, à filmer le sauvetage d'une équipe de foot thaïlandaise. Alors je sais pas si certains se rappellent de cet événement, mais il y a 12 Thaïlandais, alors moi, 12 pas enfants. du tout, je veux bien que tu nous resitues un peu le contexte. 12 enfants thaïlandais, une équipe de foot et leur entraîneur qui, après un entraînement de foot, sont allés, pour s'amuser, visiter une grotte de leur village, une grotte assez connue, immense. Ils y sont allés et quand ils étaient dedans, sans qu'ils ne le savaient pas en rentrant, mais il y a eu un énorme orage la veille et ils savaient pas que l'eau était en train d'entrer dans la grotte. Et au moment de ressortir, ils étaient bloqués. Donc ils sont restés bloqués dans la grotte. L'angoisse. Ah oui, ça c'est... Grosse angoisse, ils sont restés bloqués et donc voilà, l'histoire a commencé à faire le tour des médias un peu et nous on est arrivé très tôt, c'était pour une chaîne de télévision américaine et on a passé 2 semaines à filmer de l'extérieur bien sûr, pas dans la grotte, mais le sauvetage de cette équipe de foot et c'était un événement incroyable où il y a des sauveteurs de partout dans le monde qui sont venus pour préparer le sauvetage et le truc s'est fait et l'équipe de foot a été sauvée, les enfants sont sortis de la grotte. Mais ça a duré beaucoup de temps et c'était une histoire assez incroyable à raconter et où on voyait je voyais un vrai impact quand je filmais parce que ça permettait de mettre en lumière cette histoire incroyable et les gens qui ont sauvé cette équipe de foot. Donc voilà, 3 histoires et qui toutes ont un peu le côté à la fois fort en émotion et vraie histoire j'aime pas ce terme, mais de vraies personnes. Enfin, histoire, voilà, c'est pas des acteurs, c'est des vraies personnes, des vraies histoires de vie, et qui sont super intéressantes à raconter, et je trouve, méritent d'être racontées et mises en lumière. Oui, effectivement, à t'entendre, moi je me projette, et c'est vrai que dans chacun des contextes, ça doit être hyper fort, il y a de l'émotion qui passe, c'est des histoires vraies, les gens, ils sont authentiques aussi dans ce qu'ils vont dire, ils retracent aussi ce qu'ils ont vécu, et du coup ça t'a marqué, et maintenant t'es un peu aussi dans cette démarche-là, dans ton métier, de raconter des histoires à travers la vidéo, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée, en fait, je trouve, donc la vidéo est devenue un truc tellement commun, entre guillemets, tout le monde en fait, tout le monde en voit, ça nous submerge, on est submergé de contenu vidéo un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, forcément à la télé ou ailleurs, ou dans nos conversations WhatsApp, enfin, n'importe quoi, il y a de la vidéo partout. Et je trouve que c'est important quand on pense à la vidéo pour son projet engagé, pour sa structure, pour tout en fait, de réfléchir à ce qu'on raconte dans la vidéo et faire de la vidéo qui est utile, de la vidéo qui apporte quelque chose. Et c'est vraiment là où j'ai envie d'apporter moi mon savoir-faire en vidéo et sur la partie narration, partie raconter une histoire pour mettre en lumière tous ces projets, toutes ces structures qui n'ont pas forcément les clés pour le faire, mais toujours avec la perspective de raconter quelque chose. Ça, c'est vraiment très important et j'essaie de le mettre en avant le plus possible dans mon activité. Yes. Bah justement, l'idée, c'est d'aujourd'hui, pendant le podcast, de prendre le temps de creuser un peu ce sujet-là.
pour ceux qui nous écoutent, qui ont un projet et ils ont besoin de, justement de raconter leur histoire, ou voilà, ils ont déjà des outils de communication, mais ils se disent que peut-être qu'on n'est pas allé au bout de la démarche. L'idée, c'est de voir ensemble, de manière assez concise, parce qu'on ne va pas aller non plus dans le détail, mais de voir ensemble un peu les grandes clés, les bases, pour faire voilà, une vidéo où on raconte vraiment une belle histoire, voir un peu les différentes étapes, les conseils, les choses à ne pas faire, et puis peut-être ponctuer aussi de toi, ton expérience, de quelques exemples. Donc, écoute, je vais te laisser la parole, et puis je pense te poserai de temps en temps des questions pour voir un peu si j'ai des interrogations, voir comment tu y réponds. Ça marche. Ce genre de choses. N'hésite pas à me couper la parole. Je vais pas parler. J'aime pas parler tout seul, donc n'hésite pas. On va continuer à discuter. N'hésite pas à intervenir. Du coup, en fait, avant, ce que j'essaie de transmettre en général, c'est bien longtemps avant de commencer à filmer sa vidéo et d'appuyer sur le bouton record et se filmer ou filmer quelqu'un d'autre, réfléchir à ce qu'on a envie de raconter. Réfléchir au but de notre vidéo et pourquoi est-ce que on veut raconter ça. Et donc pour moi la première étape où je pourrais en parler très longtemps en effet, mais on va essayer d'être concis. C'est on fera peut-être un podcast de 5 heures un jour, je sais pas. on peut. C'est en fait pourquoi est-ce que en tant qu'humain on aime raconter des histoires et pourquoi ça fonctionne. Et donc là, l'idée, ça va être quand vous réfléchissez à l'histoire que vous allez raconter, essayez de faire en sorte que le public soit transporté avec vous. Essayez de créer une connexion émotionnelle avec le public pour qu'il ait envie de vous soutenir, il ait envie d'être avec vous, il ait envie de comprendre pourquoi vous faites ce projet. Et ça, c'est un travail en amont assez long de réflexion, un peu d'introspection, où on va essayer de comprendre qu'est-ce qui dans mon projet va parler aux gens, qu'est-ce qui dans mon projet va toucher les gens, qu'est-ce qui dans mon projet va faire que ils vont pas zapper au bout de 3 secondes. Et ça peut passer par plein de choses différentes. Évidemment, ça dépend des situations de chacun, mais il y a toujours quelque chose dans votre projet qui va être unique, qui va être différent, qui va faire que votre projet est intéressant. Et c'est la première étape, je pense, pour poser les bases en fait, pour se dire ok, bon, avant de faire la vidéo, parce que c'est pas facile de faire des vidéos, de se lancer, c'est toujours un process un peu compliqué, mais il faut d'abord se poser, réfléchir, et je te donnerai une citation un peu philosophique qui dit les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, c'est un peu la ligne directrice quand je parle à des structures engagées, à des projets de leurs vidéos et de leur communication, c'est de penser à ça avant toute chose, parce que la vidéo, c'est un outil. La vidéo, c'est une manière de transmettre quelque chose, c'est un média. Mais le fond de votre propos, qu'il soit écrit, qu'il soit en photo, qu'il soit en son ou qu'il soit en vidéo, il faut qu'il soit présent. S'il n'y a pas de fond, personne n'écoutera votre histoire. Vous passerez au milieu dans la masse. Donc là, c'est vrai que effectivement, des fois, on se dit bon allez, on fait une vidéo et limite, c'est on en fait une pour en faire une. Mais après, effectivement, il faut se poser les vraies questions de savoir quel est le message et à qui on va s'adresser. Donc rien que ce travail-là, il faut prendre le temps de bien le faire parce que ça conditionne tout le reste en fait. Ouais, complètement. Donc il y a toute une partie de réflexion. Donc il y a vraiment il y a une raison déjà pour laquelle on raconte des histoires. C'est pas quand je dis raconter une histoire, c'est vraiment parce que je crois que c'est beaucoup plus fort de raconter une histoire que de faire une vidéo où vous allez parler de choses pas très intéressantes. En fait, l'idée c'est aussi quand vous faites une vidéo que les personnes aient envie d'en savoir plus, qu'ils aient envie de s'attacher à vous, qu'ils soient engagés dans votre projet. Et du coup, ça va passer par de raconter une histoire et donc de définir sa propre histoire. Donc, quand on va définir sa propre histoire, moi, en général, j'aime bien le faire à travers des questions pour un peu définir qu'est-ce qui nous sépare des autres, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui fait qu'on lance ce projet.
qui est notre public, comme tu dis, hein, à qui on veut parler, parce que forcément, ça va vachement changer la manière de s'adresser aux gens. Et après, quelle sensation on a envie de donner à ce public et quelle action on a envie que ce public prenne. Et toutes ces questions-là sont essentielles parce que ça va vraiment déterminer la manière dont vous communiquez et la manière dont votre vidéo est perçue. Yes. Donc ça c'est un travail de discussion en fait, tout simplement, j'imagine, d'échange avec les gens que tu accompagnes, de prendre connaissance du sujet, et puis peut-être que eux en fait aussi ils ont peut-être pas toujours la réponse en fait. C'est peut-être des questions certaines fois qui sont jamais posées. Ouais, complètement. En fait, c'est pour ça que j'utilisais le terme introspection, parce que en fait, c'est un boulot qui est pas forcément facile. C'est pas forcément simple de se demander en quoi je suis unique. Pourquoi est-ce que mon projet est unique? Il y a plein de gens qui diront ah bah non, moi je suis pas unique, ou moi j'ai pas une histoire intéressante. En général, dans l'immense majorité des cas, pour pas dire tous les cas, tout le monde a une histoire unique. Personne n'est pareil, et tout le monde la vie de clone. Voilà, tout le monde a quelque chose à raconter. Et du coup, ce travail, il faut le faire un peu en amont, soi-même, évidemment à travers des discussions, mais même en réfléchissant soi-même à voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça et pourquoi est-ce que je fais ça. Et ce travail-là, qui est là, c'est pour le coup, on n'est pas du tout encore dans la réalisation vidéo, hein, on est vraiment dans la réflexion sur soi. Ça va énormément aider après à structurer une vidéo, parce que ça va permettre en fait d'avoir vraiment un cadre très clair sur ok, je sais ça, donc maintenant je sais où je vais et je sais ce que je peux mettre dans la vidéo pour mettre cela en lumière. Ça va permettre de déterminer un ton. Ça va permettre de déterminer le choix de type de vidéo qu'on fait. Ça va permettre de déterminer est-ce que c'est moi qui parle dans la vidéo ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Il y a plein de choses comme ça qui vont pouvoir être déterminées en faisant ce travail en amont, en étant très clair sur ce qu'on veut faire. Yes. Et alors donc une fois que cette phase c'est clôturé, on attaque sur quoi, Hugo? Ça va. Donc pour donner un exemple, là, je reviens sur la vidéo avec la jeune étudiante en boulangerie. Donc on avait fait cette réflexion un peu d'abord de déjà les bases, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, pourquoi on fait cette vidéo. Donc ça c'est vraiment le tout début. Et après, après il faut trouver l'histoire qu'on va raconter. Une fois qu'on sait pourquoi on raconte ça, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, du coup c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on raconte. Et donc là, alors ça va être évidemment en fonction de votre projet à vous et de ce que vous faites, mais je prends cet exemple parce qu'il est intéressant. Ils voulaient faire une vidéo, c'était une ONG française qui voulait faire une vidéo pour le lancement de leur école de boulangerie. Donc l'inauguration de leur école de boulangerie. Une vidéo devant, il y avait, je sais plus, 200, 300 personnes à l'événement. Il y avait l'ambassade française du Vietnam, l'ambassadeur qui était présent. Il y avait pas mal d'officiels locaux vietnamiens et beaucoup de jeunes, leurs familles. Enfin, c'était un assez gros événement et ils voulaient une vidéo. Donc là, il y a plusieurs approches. Pour faire une vidéo, tu peux faire des dizaines et des dizaines de types de vidéos différentes qui ont à la fin la même finalité. Mais qu'est-ce que tu vas raconter dans ta vidéo? On aurait pu faire une vidéo où on aurait filmé les locaux de l'école de boulangerie, bien filmé, montrer les étudiants qui pétrissent le pain, qui font la pâtisserie, qui sont au travail, et avoir avec une voix off où on raconte pourquoi ce projet est là et qu'est-ce que les étudiants vont apprendre. Et le problème, c'est pas un problème, hein, mais moi ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, en tant que public qui ne connaît pas ce projet et qui a envie de m'y intéresser et qui a envie soit de le soutenir, soit financièrement, mais ça peut être juste en parler autour de moi, etc. Qu'est-ce qui va plus le toucher? Qu'est-ce qui va me faire que je vais regarder la vidéo et après je vais m'en rappeler, je vais me dire ah ouais vraiment c'était touchant. Et forcément on arrive toujours au concept le concept d'une histoire, le concept d'un récit de vie, parce que c'est ça en fait qui fait que les gens sont connectés et vont être touchés par une personne. Ils vont pas être touchés par des images d'un four de pain qui est en train de chauffer. C'est beaucoup plus compliqué. Par contre, être touché par l'histoire d'une jeune étudiante vietnamienne qui a totalement changé ses perspectives de vie grâce à ce projet,
Et c'était une histoire vraie. On n'a pas inventé d'histoire. On a vraiment raconté l'histoire de cette jeune qui s'appelle Kim Thuyen. Et en racontant son histoire, on a parlé en fait du projet, mais pas forcément très directement. On a montré ce que le projet pouvait faire et l'impact qu'il pouvait avoir en racontant l'histoire très personnelle de Kim Thuyen. Et du coup, pour moi, c'est la deuxième étape, c'est voilà, c'est quoi l'histoire la plus forte que je peux raconter sur mon projet? Qu'est-ce qui vraiment fait que les gens vont comprendre le projet, vont être touchés par le projet, vont vouloir me soutenir. Et ça, encore une fois, hein, c'est de la réflexion, mais il faut absolument le faire parce que il faut pas se lancer tête baissée en disant je vais faire une vidéo et je vais avoir 500 000 vues sur ma vidéo et là ça va être le buzz total. Ça arrive malheureusement très rarement pour des projets. Il faut se le dire. Voilà. Donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on qu'est-ce que je raconte. Voilà. Avant le comment, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui est vraiment vraiment intéressant dans mon projet à raconter? Et ça peut être très fort émotionnellement comme pas forcément. C'est pas obligé d'être une histoire de vie ou de mort, voilà. Mais si vous êtes en train de faire ce projet, c'est forcément que vous essayez de régler quelque chose, un problème. Vous êtes là pour régler une injustice ou pour combattre quelque chose. Il y a toujours cette question de conflit en général dans les projets engagés. Et du coup, réfléchissez à qu'est-ce qui pourrait montrer ça. C'est quoi la preuve de ça? C'est quoi l'histoire qui vraiment montre ça? Et donc voilà, c'est un peu long, hein, mais c'est la deuxième étape. La deuxième étape, je pense, pour commencer ce travail, c'est encore de la réflexion et encore se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Donc on a fait en première étape le pourquoi je veux raconter ça. En deuxième étape, bon, c'est quoi l'histoire? Avant de passer aux étapes plus techniques et plus réalisation. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur cet exemple avec la boulangerie, parce que effectivement, classiquement, on peut se dire, bon, bah, voilà, on va filmer les locaux, on va faire des belles images, etc. Alors que si on raconte en plus ou uniquement l'histoire de la personne, ben, on a plus la sensibilité du projet, et quand on observe, si on observe les plans de la boulangerie, mais avec l'histoire en plus, ça crée une couche supplémentaire, j'ai envie de dire presque un supplément d'âme, où en fait, on est vraiment embarqué dans l'histoire, dans le projet de la personne, les difficultés, les motivations, par où elle est passée. Complètement. C'est ça, son aspiration. Est-ce que tu as 3 minutes pour que je te raconte une expérience scientifique américaine? Parce que allez, j'ai 3 minutes pour cette expérience scientifique. Du concept, on parle beaucoup de concept quand on parle de raconter une histoire, mais il y a des preuves scientifiques qui sont quand même intéressantes sur un peu la réaction des gens face aux histoires. Donc on est en 2003 et il y a 2 chercheurs américains qui s'appellent Small et Lowenstein qui vont dans une université américaine et ils proposent aux étudiants au hasard dans le campus universitaire américain, de faire un sondage. Et ils leur disent, si vous faites ce sondage, on vous donne $5. Les étudiants, ils sont contents, ils font le sondage, ça leur prend 5 minutes, hop, ils gagnent $5. Donc Small et Lowenstein donnent une enveloppe à ces étudiants, il y a $5 dedans, et en plus des $5, il y a une lettre de l'ONG Save the Children, grosse ONG humanitaire américaine, qui dit dans sa lettre, voilà, vous avez gagné $5, maintenant vous pouvez donner entre 0 et $5, 1, 2, 3, 4 ou 5, à notre ONG, pour soutenir notre projet. Avec cette lettre, la moitié des étudiants interrogés reçoivent des statistiques sur le problème de malnutrition dans différents pays d'Afrique et les programmes de Save the Children pour expliquer la complexité du problème. Donc il y a beaucoup de chiffres sur, notamment en Éthiopie, Zambie ou Angola, sur le problème est celui-là et c'est ça qu'on veut régler. Maintenant, combien d'argent vous voulez donner? Donc selon toi, pour cette moitié d'étudiants, entre 0 et $5, combien ils ont donné en moyenne? Avec ces statistiques. Rappelle-toi, c'est les étudiants, donc pas forcément les plus enclins à donner. Je sais pas, je vais dire au moins la moitié, non? $1,17. Donc 1,17 $1,17 sur leurs $5 en moyenne donnés au projet de Save the Children en ayant les statistiques. Maintenant, l'autre moitié, ils ont reçu une histoire. C'est l'histoire de Rokia, une petite fille malienne de 7 ans, qui raconte son histoire, sa situation, avec dans la lettre écrit que
en soutenant l'ONG Save the Children, vous allez pouvoir aider Rokia, le soutenir dans son éducation, dans ses soins de santé, etc. De 1,17 $ à combien on passe avec l'histoire maintenant, pas les statistiques, en dons moyens? À combien on passe? Allez, on va dire qu'on a doublé. On a plus que doublé. On est passé à 2,84 $ depuis de 1,17. Donc tu vois, avec l'histoire, on a plus que doublé. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont fait une variante où ils ont donné l'histoire et les statistiques. Et en donnant l'histoire et les statistiques, le don moyen, il rebaisse. En fait, si les gens comprennent la complexité du problème et l'étendue du problème, ils sont moins enclins à donner que s'ils ont juste l'histoire. Donc même avec l'histoire, mais en plus les statistiques, ils donnent moins qu'avec juste l'histoire. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, quand on raconte à des personnes des problèmes, donc imaginons un problème de pollution plastique par exemple. Le problème de pollution plastique est immense. C'est un problème immense au niveau mondial. Et si on parle aux gens que des statistiques et du problème, ben les gens en fait sont moins enclins à donner de l'argent pour le soutenir parce qu'ils ont l'impression que leur argent ne servira à rien. Parce que le problème est tellement immense. Quelque chose de trop. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est trop technique, trop spécifique, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Exactement. Alors que si on leur raconte une histoire, si on leur dit, voilà, en fait, avec votre argent, vous allez pouvoir soutenir cette personne parce que cette personne, en fait, elle lutte à son niveau localement sur tel projet de ramassage plastique dans l'océan ou que sais-je. Là, les personnes, a priori, sont beaucoup plus sont prêtes à donner plus d'argent parce que elles ont l'impression d'avoir plus d'impact et que forcément l'histoire les touche plus. Donc voilà, c'est fini pour l'expérience scientifique, mais c'était intéressant d'avoir un peu des preuves sur ce concept d'une histoire contre des statistiques. Non, mais c'est bien effectivement de voir sur une expérience comme ça, de voir aussi l'impact que ça peut avoir et comment ça peut se décliner aussi pour chacun des projets. Et c'est aussi ça, des fois on veut trop en dire, montrer trop de choses, ou quand on fait même là, bon, c'est de la vidéo, mais ça reste du visuel si on fait une pub ou autre, ou un logo. En général, on veut mettre trop de choses et du coup, finalement, le message de fond est flouté. Et là, c'est un peu le cas aussi, c'est-à-dire faut aller droit au but en fait. Et puis la partie caractéristiques techniques, c'est limite pour ceux qui sont vraiment intéressés de creuser le sujet, mais c'est plutôt secondaire, quoi, finalement. Ouais, complètement. Mais pour reprendre cet exemple de l'école de boulangerie, à aucun moment dans la vidéo, on dit que il y a X% de jeunes Vietnamiens qui n'ont pas de perspective d'emploi ou il y a X taux de pauvreté au Vietnam. L'idée, c'était pas du tout de parler d'un problème global qui est certes important, mais en fait, le projet en question va pas régler entièrement ce problème. Donc du coup, il vaut mieux parler de soi, parler de ce qu'on fait nous, plutôt que penser que une vidéo. Donc évidemment, là, c'est important la raison d'être du projet. Pourquoi est-ce que ce projet existe? Et il faut parler du problème dans sa globalité. Mais quand on fait des vidéos courtes, parce qu'on peut en parler après, mais les vidéos courtes, c'est quand même. Enfin, quand je dis courtes, c'est pas faire des vidéos de 30 minutes si on veut toucher des personnes assez rapidement avec des gros, en faisant des grosses audiences. C'est important d'aller à l'essentiel et de parler de ce qu'on connaît le mieux et donc de parler de soi le mieux possible. Et alors, est-ce que c'est possible absolument dans tous les cas justement de pouvoir raconter une histoire, où il y a des fois où, je sais pas, c'est peut-être un peu moins évident, ou peut-être pas dans tous les formats de vidéo là, l'idée, c'est effectivement je pense que à chaque fois, il y a une histoire à raconter. Je pense que c'est très rare d'avoir notamment dans des projets engagés, des startups sociales, à visée sociale, à impact positif, tout le monde de l'ESS, il y a toujours des histoires à raconter. Si vous avez votre structure, si vous vous lancez dans un projet, il y a une raison. Donc il y a forcément une histoire derrière, il y a forcément un truc qui fait que vous êtes en train de faire ça aujourd'hui. Après, ça peut être des formats très différents, des formes d'histoire complètement différentes. Et comme je disais, c'est pas forcément des histoires de vie ou de mort très intenses. Mais c'est pas pour ça que ça va pas toucher les gens. On n'est pas dans du Indiana Jones à chaque fois. Non. A priori, ce sera pas, c'est pas du Indiana Jones, en effet, ça va pas être du film d'action, mais c'est pas grave, en fait. L'important, c'est vraiment de
de trouver un moyen de toucher les personnes auxquelles vous parlez pour qu'elles se souviennent de vous, quoi, et pour qu'elles comprennent d'où vous venez. Et c'est beaucoup plus dur de parler à des personnes qui vous connaissent pas si vous racontez pas une histoire, si vous racontez pas quelque chose. Parce que, encore une fois, il y a une masse de vidéos tellement énorme et une masse de projets, même de projets engagés, de projets à impact positif. Je pense que je sais pas combien de centaines, milliers il y en a en lancement chaque année en France, mais il doit en avoir pas mal. Il faut un peu se démarquer quand même et raconter une histoire. Pour ça, c'est top parce que tout le monde le fait pas. Parce que tout le monde le fait pas, même des structures très grosses, même des grosses ONG, des grosses assos, bah parfois ont beaucoup de mal à raconter leurs histoires en fait. Et ça c'est intéressant parce que c'est souvent les structures qui ont les meilleures histoires. Et elles arrivent quand même pas à les raconter. Et du coup, voilà, j'essaie d'insister sur ce côté histoire pour avant de faire de la vidéo, vraiment être au clair là-dessus et avoir envie de raconter son histoire et de la partager. Alors, une fois qu'on a bien compris tous ces éléments-là, qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne histoire? C'est quoi les ingrédients, les éléments essentiels que tu as pu identifier qui peuvent être utilisés? Alors, dans une histoire, il y a des piliers. Hein. Donc ça, j'invente rien, c'est de la structure de narration qui date depuis des milliers d'années dans l'histoire qu'on raconte. Mais pour moi, la porte d'entrée principale, c'est les personnages. Il faut forcément dans votre histoire, donc je dis personnage, mais ça peut être un animal, ça peut même être un objet. Mais ça doit être quelqu'un on doit pouvoir s'identifier. Donc les personnages dans les dessins animés, ils sont pas humains et pourtant on s'attache très bien à ces personnages. Mais vraiment, il faut un personnage fort, il faut un personnage unique, il faut un personnage qui a envie de quelque chose, parce que c'est comme ça que le public va être emporté dans votre histoire. Il faut des personnages forts. Donc en général, ce que je recommande, c'est d'avoir un ou une identité, enfin une personne centrale. Vraiment quelqu'un de très fort qui va en parler. Donc ça peut être sur qui on peut se projeter en fait. Ouais, exactement. Donc ça peut être vous qui portez un projet, portez une structure, vous parlez de vous, de votre association, de votre projet face caméra, et c'est vous qui portez un peu la vidéo. Mais ça peut être d'autres personnes, ça peut être des personnes qui ont été impactées par votre projet, des personnes qui ont bénéficié de votre projet, des personnes qui sont engagées avec vous dans ce projet. Voilà, mais repérez un peu le personnage fort. Donc ça, c'est le premier pilier. Et ce personnage, deuxième pilier, il doit avoir un objectif. Il faut quelque chose qui le tire en avant, il veut obtenir quelque chose. Et c'est pas quelque chose de court-termiste, c'est pas un truc qu'il va obtenir demain, mais il se bat pour quelque chose. Je prends souvent. C'est sa quête, quoi. Exactement. Je prends souvent l'exemple d'Harry Potter, qui est un chef-d'œuvre de narration. Harry Potter, son objectif, c'est pas d'avoir des bonnes notes à Poudlard ou de gagner au Quidditch. Son objectif, dans tous les livres, c'est de venger ses parents et de combattre Voldemort voilà, il a un objectif très puissant qui va le tirer tout au long de l'histoire. Et ben vous, c'est pareil, vous avez forcément un objectif. Et votre objectif, il doit être très clair dans la vidéo, parce que c'est ça aussi qui va motiver les gens à être avec vous. C'est ça qui va les tirer en avant avec vous. Ils vont être j'ai trop envie de vous suivre pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est les deux piliers un peu centraux. Et après, il y aura souvent le pilier du lieu. Donc l'histoire se déroule quelque part. Elle est ancrée dans un territoire. Forcément. Elle est ancrée dans un territoire, ça peut être si votre projet est un truc lié au Made in France ou un territoire très local, eh bien, il faut que votre lieu il transparaisse dans cette vidéo, parce que ça a du sens de l'ancrer là. Si votre projet est lié à la montagne, si vous avez un projet lié à la montagne, ben, il faut que la montagne ce soit quelque chose qui transparaisse dans la vidéo, parce qu'en fait c'est ça qui va donner du détail, du relief, et c'est comme ça que le public va être transporté dans votre monde. Il va pouvoir s'imaginer dans ce lieu. Et ça c'est très fort quand on fait de la vidéo, que le public soit avec vous dans la vidéo. Ça joue beaucoup. Et enfin, quatrième pilier, c'est la trame.
Donc ça, c'est la trame que vous allez vous rédiger pour votre vidéo, avec un début, un milieu et une fin, comme toutes les histoires, avec ces différentes étapes pour garder l'attention du public tout au long de la vidéo. Et voilà, et en réfléchissant à ces 4 choses, personnage, objectif, lieu et trame, vous allez déjà avoir les bases très solides d'une histoire à raconter et qui va intéresser le public. Yes. Génial, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, et alors même si on survole forcément, mais au moins Oui. de rappeler les éléments de base de l'histoire, parce qu'on peut vite aussi l'oublier, c'est-à-dire on a des fois quelque chose un peu en tête aussi, et on peut s'éloigner des fondamentaux qui sont essentiels aussi pour bien raconter l'histoire, bien faire passer le message en fait. Ouais, c'est complètement ça, Tout à fait. Et du coup, est-ce que on peut rentrer un petit peu en détail peut-être sur la structure d'un récit, en fait, Ouais. la structure d'un récit ou d'une histoire? Est-ce qu'il y a des étapes à respecter, au moins des grandes lignes directrices? Alors là, pareil, hein, là, un peu les bases du récit depuis très longtemps. Mais donc, il y a une structure un peu universellement reconnue comme étant une structure d'histoire. Donc, c'est par exemple ce que Pixar ou Disney enseignent dans leurs cours sur les histoires. C'est le système de base, la structure de base pour une histoire. Donc, ça commence toujours par une accroche. Il y a toujours quelque chose qui attire votre attention, qui vous lance dans une histoire. Du coup, par exemple, si tu prends un dessin animé, Genre le Roi Lion, quoi. voilà, allez, Le Roi Lion, le dessin animé Disney, un des plus connus, il y a toujours une accroche. Donc là, dans Le Roi Lion, l'accroche, c'est la naissance de Simba dans la savane, avec Simba qui est porté face à tous les animaux sur le rocher, et tous les animaux qui saluent l'arrivée du nouveau prince. Ça, c'est l'accroche du film. Donc là, tout de suite, bam, t'es projeté dans la vidéo, t'es projeté dans le récit, et t'as envie d'en savoir plus, mais qui est ce petit lion? Forcément. Et qui c'est, voilà. Donc après, on passe sur le conflit. Donc une fois que tu as attiré l'attention du public, c'est quoi le conflit du personnage? Donc dans Le Roi Lion, il va se passer un conflit dramatique, forcément, puisque le père de Simba, Mufasa, se fait lâchement tuer par son frère Scar, et meurt. Enfin, un événement traumatique, je suis sûr, pour tous les enfants. Tous les gens qui nous écoutent quand ils étaient enfants, c'était un horrible un horrible passage de ce film. Et donc ça, c'est le conflit. Le conflit pour Simba, à travers tout le film, ça va être de venger la mort de son père. Donc Simba, il part. Et ça, c'est un peu le lancement de l'histoire. Donc le lancement de l'histoire, ça va être, OK, il y a ce conflit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si vous avez un projet engagé, d'accord, je suis touché par ce problème de la pollution plastique, maintenant, je lance mon projet, et qu'est-ce que je fais pour lancer ce projet? Là, c'est la partie du lancement dans la structure d'un récit. Donc dans Le Roi Lion, c'est un peu compliqué parce que le lancement du récit, c'est Simba qui part, il fuit. Donc c'est un lancement un peu triste, mais bon, c'est comme ça que l'histoire commence. Et après vient le moment du voyage. Après le lancement, il y a le voyage. Donc c'est quoi le voyage? C'est les moments importants, les grandes étapes, la réflexion. Donc vous avez votre projet engagé, vous l'avez lancé, et maintenant, disons que vous avez lancé depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? J'imagine que vous avez eu des belles victoires, mais aussi des moments d'hésitation, des petites défaites, vous avez changé un peu votre projet, vous avez adapté. Tout ça, c'est le voyage. Donc c'est le personnage, qu'est-ce qu'il va vivre? Dans Le Roi Lion, Simba, il vit un voyage incroyable, il rencontre Timon et Pumba, il est dans la jungle, il apprend à vivre dans la jungle, il voit son père dans les étoiles, il voit Nala, la lionne qui s'est elle aussi enfuie du royaume pour essayer de le retrouver. Enfin bref, il se passe plein de choses. Ça, c'est le voyage, c'est le cœur de l'histoire. C'est environ 80% du récit, puisque c'est là où il y a le plus de choses qui se passent. Et une fois que le voyage est terminé, on arrive à la résolution. La résolution, c'est le personnage qui résout le problème, qui arrive au bout de son histoire, ou de la première étape de son histoire. Donc la fin du Roi Lion, c'est que Simba chasse Scar du royaume et reprend un peu le contrôle du royaume, et après à son propre enfant. Donc il y a vraiment une progression entre l'accroche au début et leur résolution à la fin. Des étapes assez claires qui sont... Vous pouvez prendre n'importe quel récit, votre film préféré, je vous invite, c'est marrant, à faire un peu le découpage, accroche, conflit, lancement, voyage et résolution, et pour voir un peu comment c'est fait.
Et dans la vidéo que vous allez faire, il faut penser aussi à ça, parce il faut se dire, ok, je fais pas une vidéo où il y a une accroche et après une résolution. On peut pas, voilà, il faut quelque chose au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu pour en arriver là? Et donc ça, c'est la structure de récit, hein, c'est quand vous allez écrire votre script, vous allez faire ce travail de comment je découpe mon histoire, qu'est-ce que je raconte, c'est quoi les péripéties. Voilà, et ça, c'est un peu la structure de base de tous les récits et de votre récit, du coup. Yes, génial. Bah, franchement, c'est un plaisir de t'écouter puis de voir en fait comment ça se construit. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude de faire des vidéos, on a un peu une approche peut-être un peu préconçue. Et c'est vrai que là, on comprend mieux aussi la logique, comment ça se déroule et comment ça se décline. Ouais, bah, mais c'est en fait, c'est assez, une fois qu'on l'a intégré, c'est assez logique finalement, puisque toutes les histoires qu'on lit depuis qu'on est enfant, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir en tête pour y penser quand on écrit sa propre histoire, parce que c'est intéressant pour bien structurer sa pensée, et c'est dur de parler de soi, donc c'est important de faire ce travail, ouais. Yes, génial. Et ok, je sais pas si tu voulais aborder d'autres aspects aussi de la construction, de la structure de l'histoire, ou si pour toi on a un peu Bah ouais, là on a bien sujet. ouais, on a bien, donc évidemment on pourrait sur chaque pilier d'histoire, on pourrait parler pendant 1 heure des personnages d'histoire, mais ouais, c'est un bon là c'est un peu le travail en amont, le travail d'introspection, et une fois qu'on a fait ce travail, je pense qu'on est bien parti pour se pencher maintenant sur alors la vidéo, comment on fait de la vidéo. Et comment on part? Et alors du coup, est-ce que tu as des petits conseils peut-être un peu techniques, s'il y en a qui veulent au moins lancer une vidéo prochainement pour un projet, au moins avoir peut-être un premier test, une première réflexion? Est-ce que tu as des petits conseils à partager à ceux qui nous écoutent? Complètement. En fait, une fois qu'on a fait ce travail, donc on a beaucoup insisté dessus, mais je pense que il est vraiment essentiel. On se dit, c'est bon, j'écris mon script et je me lance dans la réalisation vidéo. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, quand vous avez fait ce travail de réflexion, de vous lancer dans la vidéo et de pas avoir peur en ayant un blocage technique, parce qu'on a la chance en 2020 d'avoir des téléphones qui font des très très bonnes vidéos. Et c'est quand même un bouleversement technologique assez énorme dans les 20 dernières années, parce que vous pouvez prendre votre téléphone et sans rien d'autre faire des vidéos qui en fait qui vont marcher pour vous et qui vont vraiment avoir de l'impact pour vous et vous permettre de raconter votre histoire. Et ça, c'est génial, parce que ça vous permet de vous déjà faire un premier pas. Donc vous n'allez pas pouvoir faire des vidéos incroyables, hein. Enfin pas des vidéos, je veux dire avec des effets spéciaux ou avec dans plein de lieux différents. Voilà, ça va être avec un téléphone à votre échelle, mais c'est déjà génial et ça va vous permettre de commencer et de vous lancer. Donc la première étape, c'est de se dire, ok, j'ai les outils. Ça c'est important parce que ça va jouer. Une fois qu'on a ça, j'ai pas mal de conseils un peu assez simples entre guillemets, où en fait il faut faire attention. Première étape, à la lumière. Donc quand on se filme jamais à contre-jour, on est plutôt face à une fenêtre, où on est dans la belle lumière du 10h du matin ou de 17h, pas en pleine journée. À faire attention au son. On est dans un bruit ambiant assez limité pour qu'on puisse vous comprendre, parce que c'est important qu'on vous comprenne très bien et qu'on comprenne votre propos. Je dirais aussi que la vidéo, c'est super stressant. Se voir, notamment quand on doit se revoir et on se dit toujours, oh là là, mais c'est quoi cette tête, c'est quoi cette voix, ça va pas du tout. Et ça, c'est normal. Il faut s'accepter tel qu'on est, comme on passe à l'image. Donc si ça vous prend plusieurs essais pour vous sentir à l'aise, très bien, vous n'avez pas de pression, vous pouvez le prendre, mais ne vous faites pas de la vidéo en essayant de faire un truc parfait, parce que ça sera jamais parfait pour vous. Ou alors envoyez-la à quelqu'un et demandez-lui ce qu'il en pense. Dites-lui alors tu trouves que je passe bien là, et sûrement que son avis sera beaucoup moins sévère que le vôtre sur vous-même. Donc n'hésitez pas à tester et à faire au fur et à mesure. N'oubliez pas de sourire quand vous faites de la vidéo, très important. On voit quelqu'un qui a l'air heureux de parler, quelqu'un qui fait la tronche. C'est important de sourire, surtout si vous parlez de votre projet. Et après Oui, il faut quand même rayonner un peu d'enthousiasme. Ouais, bah c'est super important si vous voulez que les gens, si vous parlez de votre projet et que vous faites la gueule, je pense que
il y a peu de chances que les gens autour de vous aient très envie de vous rejoindre. Il faut forcément que donner envie de participer à une aventure, de participer à votre histoire. Et donc ça, c'est important. Et après, bon, il y a plein de choses un peu techniques qui rentrent en compte dans la vidéo, des logiciels de montage, comment est-ce que j'adapte mes vidéos à telle ou telle plateforme. Et ça vient au fur et à mesure. Je dirais que c'est pas n'y pensez pas au tout début. Il faut y penser au fur et à mesure, mais c'est peut-être pas le point essentiel, parce que vous allez apprendre au fur et à mesure, et que en fait on peut très bien faire de la vidéo avec son portable en faisant des petites vidéos courtes, mais qui vont bien marcher pour vous. Après, ce qui est très important aussi, c'est de fixer ses objectifs. C'est d'être très clair sur ce qu'on veut faire avec cette vidéo, et surtout pas vous dire que ah oui super, j'ai fait une vidéo, ben là ça va tout changer dans mon projet. Je pense que faire de la communication vidéo, c'est très important, et ça vous permet de passer un palier, parce que si on regarde les chiffres, la communication, enfin la vidéo, c'est de loin le média numéro 1 sur Internet aujourd'hui. C'est de loin ce que les gens regardent le plus, et c'est de loin ce qui donne le plus confiance aux gens, beaucoup plus que l'écrit par exemple. Donc c'est très important d'en faire, c'est très utile, mais c'est pas en une vidéo que vous allez tout révolutionner. Je dirais presque que c'est essentiel de faire de la communication vidéo. C'est pas est-ce que je dois en faire, c'est plutôt il faut que j'en fasse, mais comment. Mais il faut avoir les objectifs clairs et ambitieux, mais réalistes sur ces objectifs en com vidéo. Ouais. Yes. Donc en grosse conclusion, mais très résumée, ça peut être connaître son projet, son histoire, connaître son public, à qui on va s'adresser, et puis savoir ce qu'on attend, en fait, quel est notre objectif par rapport à ce projet. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est un peu un travail mélange de réflexion. Après, sur le travail du script, par exemple, ça peut prendre très longtemps d'écrire un script avec lequel on est à l'aise. C'est pas facile, mais c'est je conseille de faire un travail un peu approfondi, de surtout pas arriver à la fin et de se dire ah bah non, finalement je fais pas de vidéo parce que ça me fait peur. Donc il faut oser passer le pas, et c'est pas facile. Je le sais parce que moi je suis plus habitué à être derrière la caméra que devant, donc j'ai dû le faire pour moi parfois, et c'est pas facile de s'assumer devant la caméra, c'est clair. Mais je vous conseille d'oser passer le pas, parce que vous verrez en fait les gens aiment beaucoup vous recevoir des vidéos, vous voir en vidéo, et ça leur permet de vraiment bien comprendre des choses qui sont pas forcément faciles à transmettre à l'écrit, mais en vous voyant parler de votre projet, vous serez tout de suite plus enjoué, motivé, ça va transparaître dans la vidéo. Yes, merci Hugo, franchement c'était hyper intéressant de pouvoir discuter avec toi sur tous les aspects de la vidéo, des choses qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, des rappels aussi qui sont toujours importants de rappeler pour rafraîchir la mémoire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, est-ce que tu peux nous indiquer où on peut te retrouver et voir un peu aussi ton travail, ce que tu fais ? Totalement. Alors, donc mon nom de famille est super dur à épeler, donc j'espère que tu le mettras en description, parce que alors si les gens doivent s'en rappeler, ça va être compliqué. Alors moi, c'est Hugo Lenhart, L2E-N-H-A-R-D-T, tu vois un peu la galère. Ouais. Et vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je publie régulièrement du contenu gratuit pour aider les structures engagées, les startups sociales, les ONG, les assos à mieux communiquer en vidéo. Donc un peu pour aller un peu plus loin que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, même si on a fait un bon résumé. Donc sur LinkedIn ou sur mon site hugolenhart.fr. Et voilà, c'est un peu les deux endroits où vous pouvez me joindre et vous tenir au courant et entrer en contact. N'hésitez pas si vous voulez creuser un peu vos problématiques et les questions que vous vous posez. Yes, génial. Merci beaucoup Hugo pour ton temps, et puis j'espère à très bientôt. Super, merci Anthony pour l'invitation. À plaisir. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast avec Hugo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le retrouver sur LinkedIn ou sur son site internet. Je vais mettre le lien en description. Voilà, n'hésitez pas également à me donner un avis sur cette interview, ça permet de m'améliorer. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très bientôt. Ciao.